un fils de sang Milima demande au président Paul Biya de lire les signes du temps et de tirer toutes les conséquences pour ne pas finir comme le maréchal Mobutu Sese Seko. Qui pourra interpréter maintenant par amour à l'homme d'État, Paul Biya, tous ces signes? Quand j'observe l'évolution de la situation politique actuelle au sommet de l'État du Cameroun, il me revient fortement à l'esprit ce livre écrit par Honoré Gbanda Zankoko Atumba, ancien conseiller politique et conseiller en sécurité de feu le président zaïrois Mobutu Sese Seko, produit aux éditions JDP en 1998 et dont le titre est Ainsi sonne le glas, les derniers jours du maréchal Mobutu Sese Seko. Il y ressort une similitude troublante, sans être totale, avec ce qui se passe actuellement au Cameroun. Ni Mobutu, ni personne autour de lui n'avait semblé savoir lire entre les lignes et interpréter les signes qui ont précédé son départ. De nombreuses pontes du régime, pourtant au fait de la réalité, ne voulaient surtout pas imaginer le scénario d'un départ du pouvoir à seulement 66 ans. Ils étaient plus enclins à manipuler, à mentir, à torturer, à tuer, juste pour conserver l'illusion d'un pouvoir, pourtant vieillissant, qui leur permettrait de continuer à jouir des juteuses positions sociales et de piller les ressources publiques. La vie de l'homme d'État Mobutu, qui avait juste besoin de sortir par la grande porte, ne les préoccupait guère. Il sera finalement inhumé par sa famille et quelques proches collaborateurs à Rabat, au Maroc, en septembre 1997. Honoré Gbanda, l'écrivain, relate que tout avait commencé avec la grave maladie du président Mobutu. Ses proches et les puissances occidentales étaient déjà au courant que ses jours étaient comptés. À l'est du pays, une farouche rébellion résistait à l'armée régulière qui fut bien obligée d'abdiquer. Au Cameroun, Paul Biya n'est pas déclaré malade, mais il a 87 ans et a une longue et épuisante carrière administrative de plus de 60 ans derrière lui. Dans les régions anglophones du Nozo, nord-ouest-sud-ouest, la guerre civile s'amplifie, comme celle de l'est du Zaïre, dans la région du Kivu. Des indépendantistes anglophones résistent depuis 3 ans maintenant aux forces de défense et à l'armée d'élite camerounaise, le BIR, bataillon d'intervention rapide. Les ONG, organisations non gouvernementales et autres organisations internationales, dont l'ONU, évoquent des cas de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, voire de génocide, avec des risques avérés d'ouverture de procès pénaux internationaux. Sur le plan international, comme au temps de la fin du Mobutu Sese Seko, qui fut lâché à un moment critique de sa vie par ses plus puissants fidèles amis et alliés, à savoir les Américains, les partenaires internationaux, les soutiens du régime de Biya, comme la France, commencent déjà à manifester un certain détachement. Le président français, dernièrement au Salon de l'Agriculture à Paris, devant les médias du monde entier, vient de présenter le président Biya, certes sans l'indiquer expressément, comme un despote, en l'accusant ouvertement d'enfermer ses opposants, de brider le jeu démocratique et de porter atteinte de manière intolérable aux libertés et droits individuels de ses compatriotes. Quelque temps aussi, avant son départ, la Belgique, autrefois partenaire historique du Zaïre et grand ami du maréchal Mobutu, avait lancé une campagne internationale de dénonciation de la dictature de Mobutu à la suite des massacres d'étudiants à l'université de Lubumbashi. En réaction, tout comme à la suite des propos d'Emmanuel Macron, qui ont donné lieu à des manifestations anti-françaises devant les représentations diplomatiques françaises à Yaoundé, il y a quelques jours, le pouvoir zaïrois préféra plutôt manipuler quelques jeunes mobutistes en organisant des marches de protestation à travers les villes zaïroises pour dénoncer ce qu'ils avaient qualifié à l'époque d'ingérence belge dans les affaires internes du Zaïre. Le gouvernement zaïrois fera même une sortie et jugea le comportement du premier ministre belge de l'époque dynamical. Au Cameroun, la présidence de la République parle d'attitude surprenante de la France. La Suisse, pays que Mobutu affectionnait passionnément et où il séjournait régulièrement dans son somptueux château vaudois, ne voulait subitement plus l'accueillir. Il était devenu encombrant à la suite de bruyantes manifestations d'opposants zaïrois
qui dénonçait les violations des droits de l'homme dans les rues genevoises et européennes. Il a même fallu la prise d'un décret du Conseil fédéral suisse en décembre 1996 pour permettre au maréchal de venir se faire soigner dans ce pays. Curieusement, les séjours réguliers du président Dia à l'Intercontinental de Genève sont aussi devenus rares. De nombreuses sources parlent d'un possible rationnement du visa à la suite de violentes manifestations d'activistes camerounais qui dénonçaient sa présence en Suisse, lesquelles ont fortement troublé l'ordre public suisse. Sur le plan de la politique intérieure, l'opposant zaïrois de l'époque, Étienne Tshisekedi, a rassemblé à ce moment-là des foules immenses à travers de grandes villes zaïroises, organisé avec succès des journées de désobéissance civile et civique très courues. En fait, les populations aspiraient au changement, malgré de multiples campagnes de divinisation du maréchal dans les médias, comme l'expliquera plus tard l'ancien ministre de la Communication de Mobutu, Dominique Sakambi Inongo, dans un célèbre film documentaire intitulé Mobutu, roi du Zaïre. Le parallèle est très vite effectué. Au Cameroun, Moïse Kamto rassemble, mobilise d'énormes foules tant à l'intérieur qu'à la diaspora, comme ce fut récemment les cas à Bafoussam et à Douala, à Paris, à Montréal, à Toronto et aux États-Unis. Sur le plan de la désobéissance civile intérieure, les populations ont scrupuleusement respecté le mot d'ordre de boycott des élections municipales et législatives, qui est un véritable acte de désobéissance civile. Ce sont là des preuves de ce que les Camerounais expriment un profond désir de changement. Le régime Biya, comme celui de Mobutu, à l'égard de Tshisekedi, le père de l'actuel président, préfère plutôt procéder aux actions de discrédit et d'intimidation en essayant de présenter Moïse Kamto comme un anarchiste, en l'emprisonnant et en le discréditant sur tous les médias d'État. Dans le cadre de la gestion du pays, le maréchal Mobutu était devenu le prisonnier des clans qui s'étaient formés autour de lui. D'une part sa belle famille, de l'autre les frères du village. Ainsi, Honoré Gwanda nous apprend dans son livre que le frère de la première dame zaïroise, Bobi Ladawa Mobutu, s'était arrogé, sans être officiellement nommé, les pouvoirs de ministre de la Défense et de la Sécurité. De nombreux conseillers de Mobutu, dont l'auteur Honoré Gwanda, pourtant chargés de la politique, ne seront plus écoutés et ne seront même plus reçus par le président de la République sans l'aval du cercle fermé familial. Au Cameroun, il est un secret de polichinelle dans la presse que la haute administration vit au rythme des clans des proches du président de la République. D'une part, celui supposé de la première dame Chantal Biya avec à sa tête son parent, le secrétaire d'État général à la présidence, qui de par ses fonctions administratives contrôle forcément les services de sécurité et de défense et autres grandes entreprises publiques et importants services de l'État. D'autre part, celui supposé de la tribu d'origine de Paul Biya, tenu par deux autres sous-groupes qui se livreraient sous cap quelques batailles épiques, comme celle récente pour l'élection de maire à la mairie de San Medima, dont la presse en a fait des choux gras cette semaine. Tout ce cocktail de clans autour de Paul Biya, comme au temps de Mobutu, est susceptible de créer un sérieux dysfonctionnement, un affaiblissement de l'État, une radicalisation des postures comme celle sur la crise anglophone, dont l'effet serait une neutralisation des sphères d'influence et de force en présence, plongeant ainsi le pays dans l'inertie et l'incertitude. On voit bien que les Camerounais sont inquiets et sur une sorte de qui-vive. En dehors de toutes ces guerres de clans, les charognards et des vautours composés d'hommes d'affaires étrangers, supposés être des lobbyistes, rôdaient et s'étaient finalement abattus grâce aux complicités des proches sur le corps dégénérant du maréchal Mobutu pour le dépouiller de ses dernières forces. Selon Honoré Gwanda, le Camerounais Feu Angwa Damas, célèbre lobbyiste de la place parisienne, réussira à pensionner au maréchal Mobutu la somme de 3 milliards de francs CFA, quelque temps avant son départ du Zaïre, sous prétexte qu'il lui livrerait des armes qui permettront de combattre efficacement la rébellion à l'Est. En ce moment, de nombreux soupçons pèsent de plus en plus sur ces fameux lobbyistes, appelés à redorer l'image du président Paul Biya à l'international et à la mobilisation des soutiens dans les réseaux.
La presse parle d'une certaine française pour les milieux politiques français et d'un autre cabinet de communication aux États-Unis pour apaiser les relations de l'autre côté de l'Atlantique. De nombreux activistes camerounais des réseaux sociaux interrogent la récurrence des multiples visites à Paul Biya à la veille de chaque élection par le président et vice-président de la CAF Ahmad Ahmad et Omari, porteur du projet d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations du Cameroun. L'index est également pointé sur certaines participations de Paul Biya à certains événements internationaux comme le sommet de la paix à Paris, où malheureusement il fut sans façon pensé par l'homme d'affaires d'origine soudanaise Mo Ibrahim. La presse et les médias internationaux n'en sont pas du reste. On assiste de plus en plus à un foisonnement de parutions, de journaux et d'affichages de grands posters de Paul Biya sur différents kiosques à journaux tant au Cameroun qu'à Paris. Des publi-reportages sur ses exploits à n'en plus finir. Pourtant, comme au temps de la fin de Mobutu, tout cet activisme n'aura servi à rien. Il lui fallait juste des personnes courageuses, humanistes et un sens élevé de la préservation de l'honneur et de la dignité d'un homme d'État bien sûr, prêtes à tout perdre parce qu'elles auront préféré lui dire ce qu'il devrait faire dans un tel contexte explosif. Manifestement, Paul Biya serait très redouté par ses collaborateurs, normal, car ce sont juste de hauts fonctionnaires dont en réalité le rôle est d'assister le plus grand chef de l'administration qu'est le président de la République et non l'homme d'État qu'est Biya. En effet, il y a une différence fondamentale entre conseiller un président de la République et conseiller un chef d'État. Conseiller un président de la République, c'est se limiter au travail technique sur des dossiers confiés. Par contre, conseiller un chef d'État, c'est lui permettre de prendre les décisions qui engagent sa vision d'homme d'État en rapport avec celle de la nation. Les quelques conseillers autrefois inventoriés par certains câbles diplomatiques de l'homme d'État Biya sont pratiquement tous décédés. On peut ainsi citer les feux Ferdinand Léopold Yono, Emma Basile, René Aouna, Mataga Philippe, Jean Fumana Kame, Général Benayen Peke, Général Assou Emmané Benoît Mva, Mbolo Chérel, Dr Andela, Mvondo Benoît, frère aîné du président de la République, et dans une moindre mesure, Martin Belinga Iboutou. Selon certaines indiscrétions, ce qui reste tout de même à vérifier, ces personnes pouvaient lui dire des choses, parfois pas du tout à son goût, quand elles estimaient qu'elles lui étaient utiles. Dans un tel schéma, qui pourra interpréter pour lui ces signes, afin qu'il demeure dans l'histoire ce grand homme d'État qu'il a voulu être, lorsqu'il déclara à feu Yves Mourouzi de Radio Monte Carlo en 1983 qu'il voudrait qu'on garde de lui l'image de l'homme qui apporte. La démocratie étant l'écoute de la volonté du peuple, et non de celle des louangeurs, griots et autres profiteurs qui lui diront que tout va bien et qu'il est dans la bonne direction, qu'il est fort, qu'il est ayob, mais qui ce jour-là le régneront sans état d'âme. Seul le peuple est vrai. Il s'est exprimé en manifestant son boycott lors du double scrutin législatif et municipal. C'est le moment maintenant de l'écouter. Cette vidéo a été réalisée sur une publication Facebook de M. Timbane, analyste, avocat et pasteur. Le peuple veut la démocratie.